Docteur Marc Abitbol, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, vous venez de rentrer de France. Je dirais que vous êtes un homme d'affaires et vous voyagez beaucoup à travers le monde. Vous étiez il y a un peu plus d'un mois en Chine, vous étiez en Espagne ces derniers jours, également en France, où vous travaillez régulièrement. Vous êtes revenu de France et vous êtes arrivé à l'aéroport Ben Gurion hier. Alors, est-ce que vous avez remarqué une atmosphère particulière? Vous avez fait l'objet on va dire, d'intervention de la part du Magen David Adom? On vous a posé des questions d'où vous veniez? D'abord, la première remarque, c'est que l'aéroport, il est désert. Ah, et ça, on le voit très clairement. Ah, désert. Mais à part ça, rien du tout. Un panneau pour les gens qui reviennent de Chine et de Hong Kong, mais à part ça, strictement rien de rien. C'est-à-dire, il n'y a personne à l'aéroport à l'arrivée, dans la salle des arrivées ou juste avant la douane, qui vérifie d'où vous venez, de quel pays vous venez? Rien du tout. Ça veut dire qu'en fait, ces mesures dont on a parlé hier, qui ont été annoncées par le ministère de la Santé publique, eh bien, c'est à la bonne guise, on va dire, de chaque Israélien qui doit certes se mettre en quarantaine, mais rien ne lui permet de l'obliger à le faire. Exact. Ça de l'obliger, peut-être qu'il y a un décret et que la loi le fait, j'en sais rien, mais à part le pilote qui nous a annoncé, qui nous attendait à l'atterrissage, parce que quand on a décollé, on était un petit peu confus sur ce qui allait se passer. Il y avait un peu des décisions prises comme ça à la panique. Et puis à la fin, on a eu une annonce assez rigolote, puisqu'on nous a annoncé que les Israéliens qui atterrissaient, ils rentraient en quarantaine, mais les étrangers qui venaient en France, ils n'avaient pas de quarantaine. Ils n'avaient pas de quarantaine. Il y a des gens, c'est-à-dire ça c'est important parce que là aussi c'est assez confus. On a posé la question et personne ne donne de réponse très précise. Un touriste, on va dire un touriste juif de France qui vient en Israël pour passer la fête de Purim, est-ce qu'il est refoulé? En tout cas jusqu'à vendredi. Après, de nouveau des rumeurs, on entend de tous les côtés, donc je ne sais pas vous dire exactement. Mais ils n'ont pas été refoulés parce qu'il a été question de rien du tout. Non seulement pas refoulé, mais l'annonce qui a été faite dans l'avion, c'est que le ministère de la Santé ne les oblige pas d'aller en quarantaine. Après, la rumeur, c'est que à partir de vendredi, ils vont devoir s'engager à se trouver un endroit pour être en quarantaine. Okay. Mais là, vous avez deux personnes qui arrivent du même pays. Un citoyen français, un citoyen israélien qui est pour des vacances ou pour le travail, fait l'aller-retour. Un citoyen israélien, il va en quarantaine, et le français, non. Alors, je peux essayer de trouver des raisons, mais c'est alors, un petit peu... Ça vous paraît tout donc... Les décisions qui sont prises par le ministère de la Santé me paraissent excessives et parfois brutales et incompréhensible. Alors, vous étiez, je le disais, en France. Il y a aussi le coronavirus en France. Il y a des cas. Il y a beaucoup plus de cas en France qu'en Israël. Et il y a même, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a déjà eu des cas mortels? Mais en tout cas, est-ce que vous avez pu comparer, on va dire, la manière de gérer la crise du côté israélien et du côté français? C'est la même chose? Il y a la même psychose qui existe en France? Donc, c'est très intéressant parce que j'ai pu, dans la même journée, entendre le porte-parole du ministère de la Santé israélienne et le directeur du bureau du ministère de la Santé française, le patron de grands hôpitaux en France parler à la télévision. Et d'un autre côté, on a l'impression que c'est la fin du monde. Et de l'autre côté, il y a une approche systématique, éducative et moins hystérique de la gestion du problème. Ça veut dire, concrètement et en plus, c'est sûr que pour Israël, c'est beaucoup plus simple la gestion du problème parce qu'il n'y a qu'un aéroport pour rentrer, il y a un point d'entrée. Alors que la France est un pays ouvert, aux frontières ouvertes dans l'Europe. Donc la gestion du problème, elle est plus compliquée en France. Et pourtant, les autorités sont beaucoup plus structurées. Elles expliquent le phénomène, d'abord, sans panique. Il n'y a pas en Europe, à l'intérieur de l'Europe, d'interdiction de voyager à l'intérieur de l'Europe. Il y a des zones et on explique ce qui se passe dans les pays. Et donc, de fait, par exemple, vous avez beaucoup moins de personnes qui sortent de l'Italie parce qu'elles sont bien entendu moins acceptées à l'extérieur. Et la gestion du problème en France, elle est par cluster. D'abord, il y a une éducation qui est faite. La problématique de ce coronavirus, elle est essentiellement autour des personnes à risque.
Et donc, il y a une éducation par rapport à ça qui est faite de façon intensive et répétée sur l'hygiène, sur la protection des personnes à risque, etc. Et puis après, il y a une gestion par cluster, c'est-à-dire dans un endroit où le virus commence à se propager. Dans cette zone-là, il y a des décisions qui sont prises. Il y a eu par exemple la fermeture d'écoles entières, plus de 120 écoles qui ont été fermées. Dès que ça se déclare. Après, il ne faut pas comparer à l'Italie, où la gestion dès le départ a mal été faite et ça s'est propagé un peu n'importe où. OK ? Mais de nouveau, en Italie, les avions ne sont pas arrêtés. La vie normale continue. Et c'est une gestion qui est faite par rapport à la probabilité, aux chiffres, etc., de personnes et dans le pays qui est le plus touché de l'Europe. Mais prenons la France, qui est un peu équivalent de ce qui se passe en Israël en termes de propagation aujourd'hui. Oui, il y a 4 morts. OK ? Le mort d'avant-hier, il avait 92 ans. Donc, c'est sûr que s'il n'y avait pas eu le coronavirus, cette personne aurait pu vivre plus longtemps. On n'est pas là pour dire que c'est pas grave. On est là pour dire l'impact le ressenti que j'ai, c'est que l'impact sur... Il y a une balance à faire entre les mesures à prendre et l'impact sur la vie du pays. Et qu'en Israël, est en train de paralyser de façon, à mon avis, agressive et hystérique par rapport à une gestion plus structurée que ce que je vois en France, en tout cas dans la communication des autorités. Je donne un autre exemple. Ils ont expliqué en France que ce virus, il a une chance de passer étape 1, étape 2, étape 3. Et quand on dit étape 3, c'est pandémie. Et ils ont expliqué qu'à ce moment-là, les gens, les cas normaux, n'iront plus à l'hôpital. Ils iront chez leur médecin traitant, avec des précautions à prendre, et que c'est seulement les cas difficiles qui arriveront à l'hôpital. Donc, ça veut dire, on se prépare pas à ce que tout le monde, que toute personne qui aura le virus va se retrouver en isolation dans les hôpitaux. Ça fait exploser le système de santé de faire ça. Donc, on dit pas c'est rien, on explique les étapes et ce qu'il va avoir, et c'est géré de manière à ce que il y a une balance entre la gestion de la vie quotidienne et le risque. Et là, le sentiment qu'on a quand on arrive en Israël, c'est que on a tout mis sur zéro risque. Et vous m'avez dit, je suis un homme d'affaires. Dans les affaires, c'est la même chose. Alors là, il y a la vie des gens, il faut en tenir compte, bien entendu. C'est priorité numéro 1. Mais il y a des pourcentages de risque. Les secteurs qu'on est en train la panique qu'on est en train de faire, la fête de Pourim qu'on est en train de tuer là maintenant, c'est incroyable. C'est impensable. Alors, comment vous l'expliquez, on va faire une petite analyse sociétale, peut-être de l'État d'Israël. Est-ce que vous pensez que finalement, on est tellement habitués, nous, à vivre dans des situations d'urgence, des situations de tension, de guerre, de conflit, que peut-être, finalement, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vécu et que l'épidémie, elle nous en fournit une? Je sais, c'est une bonne question d'un point de vue société. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Est-ce que c'est un besoin il est possible que le système de santé soit à sa limite en termes de gestion de son parc de lits, etc., et qu'il y a une crainte que si ça se développe, que le système s'écroule? C'est possible, hein. Je suis pas... Il y a pas, vous savez ce qu'on appelle en hébreu... Ça me... Sans connaître les problèmes structurels que peut avoir le système de santé israélien par rapport à un système de santé français qui est peut-être plus riche en termes d'accueil, moi, ce que ça me donne, j'ai l'impression que c'est la méthode israélienne. Hein. Parfois, on est trop zen, mais parfois, on y va à l'extrême sans trop réfléchir. C'est aussi peut-être ce que l'on... réfléchir aux impacts que ça peut avoir. C'est le ministère de la Santé, le ministère de Misra Apnim qui prennent une décision. Et il n'y a pas eu un consensus du gouvernement pour comprendre les impacts de chaque chose et prendre des décisions. Oui. On a l'impression que là, il y a un ministère qui prend des décisions tout seul.
Oui, c'est effectivement le cas, ce que nous expliquait tout à l'heure le docteur Daniel Guggenheim, qu'il n'y a pas eu une concertation, par exemple, avec le ministère des Finances, ni même le ministère du Commerce extérieur, pas de concertation, et que c'est une décision. C'est ce qu'on peut appeler en hébreu, vous savez, ça s'appelle Kisui Tachat, pour être très grossier. Je ne voulais pas utiliser ce mot à la radio, mais effectivement, c'est-à-dire de ne pas vouloir après être sanctionné, se voir reprocher de ne pas avoir pris les mesures adéquates pour enrayer une telle épidémie. Daniel, vous savez ce qu'on dit, cohort des adif. C'est vrai qu'ici, il y a 10 de personnes en jeu et que les choses doivent être prises avec une autre perspective. Mais c'est beaucoup plus simple de foutre la panique et d'arrêter tout que de comprendre, et c'est le sentiment que j'ai de ce qui se passe en Europe, que de comprendre ce qui se passe et de le gérer en tenant compte de l'ensemble des contraintes que la société a en face. Et là, j'ai l'impression qu'on a... Mais c'est beaucoup plus simple de tout arrêter, de faire avoir la porte de sortie du pays shutdown terminée et d'arrêter les matchs de soucis, la fête. C'est très simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Les conséquences de ça, est-ce qu'on les a mesurées par rapport à ce que... J'ai donné un exemple très très simple. Ce pèlerinage de ces Coréens du Sud qui étaient les plus infectés, qui sont allés dans tout le pays et tout le pays était en panique. On n'a pas eu un cas de contamination. Ça ne veut pas dire que si on est... C'est pour ça que je dis, si on laisse contrer les Français sans bidoude, etc., est-ce qu'il y aura plus de cas ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà que des gens qui se baladent avec le virus, et il n'y a pas de cas. Et pourquoi? Parce que ça, c'est ce que j'appelle un cluster. Il y a des gens qui se sont baladés, et on a pris tous les gens qui étaient autour, et on les a mis en quarantaine. C'est ce qui se passe en Europe. Et c'est à mon avis une approche beaucoup plus sectorielle, localisé de personnes qu'au réflexe total comme ça. Parce que vous pensez qu'on va arrêter les gens de voyager, mais dans l'avion, les gens qui font les allers-retours, ils ont dit bon, on va pas passer, on peut plus passer par la France et la Suisse, on va passer par la Belgique. À la fin, c'est la délation qui va faire travailler. Les forces du marché sont beaucoup plus importantes. Et donc je pense que c'est dommage un travail dans l'hystérie et dans la panique. C'est pas un travail dans la concertation avec une mesure des risques qui sont pris le plus raisonnable possible par rapport à la vie des gens, la protection des gens à risque et un travail qui permet de mener une vie avec les contraintes nouvelles de ce monde moderne. Eh bien, docteur Marc Abitbol, merci beaucoup de nous avoir fait partager vos sentiments de retour de France. Donc, je n'ose pas vous poser la question. Est-ce que vous allez rester en quarantaine ces 15 prochains jours? J'en parlerai avec mon avocat. Voilà, on a bien compris la réponse. Merci beaucoup, docteur Marc Abitbol, d'avoir été avec nous ce matin. Bien entendu, on rappelle cet appel du Magen David Adom, du porte-parole du Magen David Adom, qui nous disait il y a quelques instants que ceux qui ont le sentiment de développer les symptômes de ce coronavirus, eh bien, sont invités à appeler le 101. Ils pourront même parler en français et expliquer leurs symptômes à un infirmier du Magen David Adom qui arrivera sur place pour des examens très rapides afin de voir s'ils souffrent effectivement de ce virus ou pas. Merci beaucoup encore, docteur Marc Abitbol, et bonne journée. Et Shabbat Shalom et Purim Sameach. Et Purim Sameach, voilà.